Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Dans tout ça, je pense qu'il y a quelques résultats importants à retenir. La première, qui est un peu ironique, quand vous parlez ou vous écrivez quelque chose, on peut-tu arrêter de parler d'application pratique? On peut-tu arrêter de dire haute performance? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous l'appliquez et que c'est pratique, pas besoin de dire que c'est une application pratique. Si vous êtes réellement un programme de haute performance, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes haute performance. Si on est une équipe de la Ligue nationale de hockey, on n'a pas besoin qu'on dise on est une équipe professionnelle. On est une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et ça, je pense que c'est important parce que, en bout de ligne, des fois, justement, quand on essaye d'ajouter des termes à quelque chose, c'est parce que c'est peut-être pas pratique. Puis ça, c'est un des défauts, je pense, de la revue de littérature des 20 articles ici. C'est pas super pratique. Ça, c'est ma critique en bon français. Mais je vais essayer de vous le rendre un peu plus pratique, justement, dans les différents éléments. Puis là, je parle du terme application pratique parce que le terme application pratique est revenu, justement, dans la revue de littérature. Puis je suis comme, mais si tu as besoin de dire que c'est une application pratique, c'est peut-être parce que c'est pas assez pratique en général. Donc, le premier, le plus gros résultat important à retenir, c'est que les 8 compétences prédisent la performance au travail. Et là, moi, ce que je vous dirais, puis je vais arriver avec les questions importantes à se poser, parce que le but de ce podcast-là, c'est 1, de faire une synthèse de littérature, 2, me pratiquer mon vulgarisateur, mais 3, d'essayer de vous aider justement à vous améliorer dans votre développement professionnel. C'est ma façon à moi d'être un giver, comme quand je faisais référence au travail de Adam Grant tout à l'heure, d'être un donneur, d'être généreux justement dans le partage du savoir. Eh bien, si on regarde tout ce mix de compétences-là, c'est quoi le meilleur mix ou c'est quoi la façon dont ces 8 compétences-là devraient être mélangées pour justement que vous ayez du succès et que vous soyez performant ou performante dans votre travail? Ensuite, troisième résultat, selon moi, à retenir dans les révisions justement qui concernaient principalement le Big Five, et je vais vous citer un extrait justement d'une revue de littérature, c'était que les résultats étaient généralement cohérents entre les études, qui ont montré que parmi les 5 dimensions de la personnalité, la conscience, dans le sens d'être consciencieux, est l'élément qui a la plus grande validité sur la performance globale au travail. Mais nuance ici. Nuance parce que ça, c'est toutes des études qui ont eu lieu entre 1991 et 2000. Et là, on en a plusieurs, là, je ne vous les citerai pas tous. Et donc, ça, il faut se questionner comment est-ce que ça a évolué. Et je pense qu'à l'époque, donc dans les années 90, début des années 2000, si vous coachiez à cette époque-là, par exemple, eh bien, je pense que d'être orienté sur la tâche, de bien gérer le processus au travail était très important. Mais dans les années 2020, je pense que le côté, justement, relationnel des choses est davantage important. En fait, pas je pense, je le sais, de 1, d'expérience, mais de 2, avec d'autres ouvrages que j'ai eu à couvrir pour la préparation d'un cours de 45 heures à leadership que j'ai donné justement au niveau universitaire. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en considération pour les gens parmi vous là, qui écoutent l'épisode d'aujourd'hui, qui coachent depuis plusieurs années. En bowling, il faut toujours que ça soit en évolution. Deuxième élément qui ressortait encore une fois de la littérature dans le plus concernant le Big Five, c'était que la générosité, l'innovation et la résistance ont tous été démontrés comme étant particulièrement importants dans les emplois qui impliquent un service à la clientèle. Service à la clientèle veut dire on interagit avec les gens, on interagit avec nos clients. Nos athlètes, jusqu'à un certain point, c'est peut-être des clients. On ne veut pas parler de clients comme ça, mais vous comprenez un petit peu, je pense, ce que je veux dire. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que faut être généreux, faut avoir tendance à les stimuler intellectuellement, il faut être capable d'être stable émotionnellement. C'est un peu ce que ça veut dire, là, la citation que je viens de vous ressortir, qui nous vient de Hertz et Donovan, qui a été publié en l'an 2000. Et ça fait un lien aussi avec notre modèle de développement des entraîneurs. C'est-à-dire qu'en collaboration avec Pierre Trudel, Wade Gilbert, on a publié un modèle de développement des entraîneurs en 2016 pour guider un petit peu tout ça. Et quand on parle du continuum de développement, nous, on a dit que pour le développement des entraîneurs, il était temps de prendre le concept d'expert et de le pitcher à la poubelle. Au mieux, là, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Wade et c'est pas Pierre, je veux pas les impliquer dans quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Je pense qu'on pourrait parler d'expertise adaptée. Mais le terme qu'on a utilisé justement dans la publication qu'on a faite en 2016, c'était qu'il fallait parler de innovateur ou innovatrice. C'est-à-dire une personne qui va être originale, qui va être créatif, qui va être capable de conceptualiser les choses.
Et quand on parle de la troisième composante pour les emplois qui ont un service à la clientèle, je vous rappelle, si on fait affaire avec les gens en bout de ligne, ce que Hertz et Donovan nous disent, c'est que la générosité, l'innovation et la résistance est particulièrement importante. Eh bien, quand on parle de résistance, ça me fait penser à la résilience. Mais pour faciliter la résilience, ce que les travaux de Mustafa Sarkar nous mentionnent, c'est qu'il faut, oui, être capable de présenter des défis à nos suiveurs, à nos athlètes, à nos entraîneurs, mais il faut aussi être capable de fournir du soutien. Et donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de soutenir? Est-ce que vous le faites abondamment? Puis est-ce que vous présentez des défis ou vous êtes un peu trop doux, là, justement, avec votre groupe d'athlètes? Ensuite de ça, si vous êtes plus dans un poste de gestion, eh bien, Hertz et Donovan ont encore une fois montré, ou ont montré autre chose, ou en fait, ils ont montré que l'aisance sociale et la résistance étaient particulièrement importantes dans ces emplois-là. C'est-à-dire être capable d'interagir, présenter. Donc, ce que je comprends en bout de ligne dans tout ça, puis je viens de faire un lien en temps réel, c'est-à-dire que l'aisance sociale et la résistance est probablement très importante quand on est un entraîneur-chef ou un entraîneur d'un programme. Alors que la générosité, l'innovation et la résistance sont probablement plus importantes si on est un entraîneur de position ou on est un entraîneur adjoint. Parce que l'entraîneur adjoint, comme vous le savez bien, aura davantage d'interactions directes avec les athlètes et l'entraîneur-chef est particulièrement souvent dans un rôle de gestion. Donc pour moi, on a déjà une distinction à faire. On est entraîneur-chef, on devrait regarder l'aisance sociale et la résistance. On est un entraîneur adjoint, on devrait regarder la générosité, l'innovation et peut-être aussi la résistance. Puis en bout de ligne, la résistance est importante d'un deux, mais peut-être qu'on devrait juste dissocier puis dire, OK, générosité, innovation pour les personnes qui sont sur la glace, sur le terrain, directement connectées avec les athlètes de façon régulière. Et si on parle d'une personne qui est plus dans un mode de gestion, eh bien, on devrait regarder l'aisance sociale. Si on s'attarde maintenant au modèle du Great 8, eh bien, chacune des 8 compétences est arrivée justement à prédire dans plusieurs domaines différents, une performance professionnelle. Donc, les 8 compétences du Great 8 qui ont été démontrées comme étant prédisant la performance. Donc, ça peut être super intéressant. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous ramènerai à l'épisode 45 de Temps d'arrêt où est-ce que je m'attarde à un article spécifique d'une dame nommée Faneuf et puis à l'épisode 44, si je ne m'abuse, lors d'une conversation avec Dr. Éric Brunel, qui est professeur au HEC. Et maintenant, on en vient aux questions que j'aimerais que vous vous posiez. Puis le but de ces questions-là, puis là, je sais, des fois, ça peut être frustrant d'avoir des questions, mais OK, coach, là, tu me poses des questions, mais pourquoi tu ne peux pas juste me donner la réponse? Mais en bout de ligne, moi, un des indicateurs que j'aime regarder quand on parle de l'apprentissage, c'est est-ce que vous sortez de la consommation de ce podcast-là ou de ce livre-là avec plus de questions? Si c'est le cas, ça veut dire que votre réflexion est en train de progresser et ça veut dire que vous êtes en train de progresser comme justement professionnel. La question numéro 1 que j'ai pour vous, c'est quoi le mix idéal des ingrédients du Great 8? C'est-à-dire que si les 8 ingrédients du Great 8 sont à mettre dans votre recette, c'est quoi la composition idéale? Comment est-ce qu'ils devraient être combinés pour votre contexte? Est-ce que vous êtes entraîneur-chef ou entraîneur adjoint? Êtes-vous dans une équipe de 90 personnes, dans une équipe de 20 personnes? Ça devient très important parce que la façon dont vous allez les agencer va dépendre de votre contexte. Maintenant, l'approche basée sur les forces, c'est important pour moi. Et donc, là, je t'arrive avec la question. Dans ces 8-là, je fais le retour. Besoin de contrôle, générosité, aisance sociale, évaluation, innovation, être consciencieux, résistance et besoin d'accomplissement. Laquelle parmi ces 8 compétences-là est une force pour toi? Ça, c'est important de le savoir parce que je veux que tu amènes dans ta petite poche, puis quand ça va pas bien, martèle ça, utilise-la, ressors-la à outrance. La troisième question que j'ai pour toi, c'est quelle compétence est-ce que tu devrais travailler? Est-ce que c'est le besoin d'accomplissement? Peut-être pas, parce que tu serais peut-être pas un entraîneur aujourd'hui. Est-ce que c'est la capacité d'analyse? La générosité? C'est quel aspect que tu as besoin de travailler davantage pour être un leader plus performant? Et un dernier des points que je veux t'amener, c'est comment est-ce que ton leadership individuel et les 8 caractéristiques font un lien avec ta vision du leadership collectif et ta vision du groupe. C'est-à-dire que si ta vision du groupe met l'accent sur la générosité, mais que la générosité ne fait pas partie justement des compétences que tu mets de l'avant de façon régulière, bien ça se peut qu'il y ait un clash, puis ça se peut qu'il y ait des problèmes dans ton organisation, dans ton équipe. Et donc, à moi de te dire,
c'est important d'agencer les deux et que ce soit cohérent parce que ce qui est frustrant en bout de ligne pour les athlètes, je peux faire pour citer Mike Lombardi, qui est un ancien directeur général de la NFL, eh bien, ce qui est frustrant pour les athlètes, c'est quand c'est pas cohérent. Si tu es intense envers les athlètes, ben sois intense tout le temps, puis sois intense de façon constante ou cohérente à travers le temps. Si tu es gentil avec certains athlètes, puis tu es méchant avec d'autres athlètes, là, ça va créer des problèmes. Ce que les athlètes veulent, c'est de la constance pour savoir sur quel pied t'en tenir. Et ça, c'est autant vrai par rapport à l'identité de ton équipe, de ton organisation, de ton programme, que ton identité personnelle et comme professionnelle. On arrive déjà au rappel.